Bienvenue à cette journée de formation-là. Hein. On se rend compte, on est déjà 10 minutes en retard. Quand on fait un événement Teams en virtuel, ben vraiment, on rentre direct dans la salle, alors que là, ben, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais quand même, bienvenue. On est bien content de vous accueillir à cet événement-là. Puis aussi, merci de venir nous voir, de venir nous rencontrer. On pense que des rencontres en présentiel, c'est beaucoup mieux. Ça permet d'échanger. Puis entre autres, ça vous a permis de vous lever ce matin en affrontant la petite neige qui était dehors. Mais ceci étant, on a quand même eu le Canadien qui a gagné. Alors, ça peut être une bonne journée pour certains ou une mauvaise pour d'autres. Ça dépend. Qui dit RPI, CCP, évidemment, dit collaboration accrue. Le thème de la collaboration, évidemment, tout le monde en parle. Si vous les avez entendus dans les derniers mois, voire les dernières années dans les événements publics, on a entendu parler partout, les colloques, les événements. Le congrès de la CEGQ dernièrement titrait sur son écran de fond, là, je ne me rappelle plus exactement, mais la collaboration, une valeur en nous, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est bien content de pouvoir vous parler des modes collaboratifs, de vous revenir là-dessus, parce qu'on avait déjà fait un événement le 14 mai dernier à Montréal, à l'ETS. Puis, peut-être vous dire aussi que Steve, à l'arrière, qui a une caméra, l'événement est capté. Puis, je veux quand même m'assurer que la captation fonctionne. Tout va bien. Fait que faites-en pas, c'est juste un plan rapproché de l'écran en avant. Puis, pendant la période de questions, il n'y aura pas de captation. Mais cette captation-là va pouvoir servir par la suite à ceux qui n'ont pas assisté à la formation. Puis, il n'y a pas d'événement en Teams. On a vraiment souhaité vous avoir avec nous autres. On va commencer par se présenter. J'inviterai mes deux collègues qui vont présenter avec moi à venir prendre la parole brièvement pour se présenter. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, moi, c'est Myriam Yakwaya. Je suis ingénieure mécanique de formation. À la SQI, je travaille dans l'équipe de Dave et je m'occupe du développement des modes collaboratifs. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, puis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, Émilie Bourbeau, très heureuse d'être ici ce matin avec vous, directrice des mandats spéciaux dans la Direction générale des contrats de la conformité contractuelle. Donc, dans les mandats spéciaux, l'un des principaux est le développement des modes collaboratifs. Donc, je soutiens l'équipe qui prendra en charge tous les processus contractuels d'appel d'offres dans les modes collaboratifs. Donc, bonne formation à tous. Merci. Merci, Émilie. Merci, Myriam. Peut-être ajouter un petit détail sur Myriam, une passion, je dirais, marquée pour les modes collaboratifs. Malgré son travail, évidemment, très prenant à la SQ, elle est en train de poursuivre son doctorat à l'ESG-UQAM sur les modes collaboratifs puis leur capacité à amener du potentiel d'innovation. Alors, merci d'être présente. Puis, tant qu'à présenter, très brièvement, j'en profite pour remercier notre collègue ici, Geneviève, qui nous a organisé ce bel événement. On est bien content. On se rend compte que quand on ne le fait pas, mais qu'on le voit se faire faire, c'est plus compliqué qu'on pense. Mais tout se passe bien. À part le café ce matin qui n'est pas arrivé, mais j'imagine qu'il sera là à la pause. La Direction générale du développement des pratiques en gestion de projet, on s'occupe de quoi? Peut-être brièvement. On s'occupe du développement des modes innovants. On s'occupe des pratiques BIM et PCI. On s'occupe d'un recours accru à la préfabrication. Puis on s'occupe aussi d'une expertise en gestion de projet. Puis je fais un petit clin d'œil ici à notre collègue à la retraite, Guy, qui, ma foi, s'est occupé en partie de toutes ces missions-là longtemps. Bien content de te revoir, Guy. L'ordre du jour aujourd'hui, en deux blocs essentiellement. Là, le premier bloc, on va avoir quelques petits éléments de contexte. On va parler de la réalisation de projets intégrés plus en détail, puis on va tenir, si on tient la route, à 10 heures, une période de questions. On va se faire une petite pause. Si on est chanceux, on va pouvoir aller chercher un café gratuit, fourni. Sans ça, il y aura la cafétéria juste à côté. Et après la pause, on va vous parler du nouveau contrat conception-construction collaboratif. Peut-être, petite précision, le contrat conception-construction collaboratif, ce n'est pas un nouveau mode qui n'est pas connu déjà. C'est purement le contrat qui supporte le mode conception-construction progressif, juste pour ne pas se mélanger.
La formation, aujourd'hui, on la dédie en priorité aux professionnels, aux entrepreneurs généraux et aux entrepreneurs spécialisés. On veut que vous preniez le maximum de place dans les questions, favoriser votre appropriation. On se rend compte, quand on parle, entre autres, avec en interne, avec nos clients ministères, c'est quand même un important changement de culture, puis l'appropriation doit se faire dans le temps. Fait que, n'hésitez pas, puis si vous n'avez pas de questions, on a des questions préparées, alors on pourra vous en poser ou vous donner les réponses aussi. Puis pour mes collègues de la SQI et les collègues des autres ministères et organismes qui sont présents, si jamais il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, mais sinon, on veut vraiment favoriser l'espace pour l'industrie. Puis évidemment, on sait qu'on a d'autres tribunes pour pouvoir se parler. J'ai brièvement dit que la dernière rencontre qu'on avait faite avec vous était à Montréal le 14 mai dernier, 14 mai 2024, à l'ETS. Par curiosité, est-ce qu'il y en a par main levée qui étaient présents? Ah, quand même. Un petit pourcentage, mais quand même, il y avait des gens présents. Si vous vous rappelez, il y a eu une partie formation, il y a plusieurs personnes qui ont pris la parole, puis il y a eu 2 ateliers collaboratifs en groupe de 6-7 personnes, grosso modo. J'en avais animé un, entre autres, par petits groupes, qui entre autres, c'était sur mettre en œuvre une mini-expérience du travail collaboratif. C'était super intéressant, dont une sur la répartition des profits en RPI. C'était vraiment stimulant. Cette fois-ci, aujourd'hui, ce n'est pas une reprise, mais c'est vraiment une évolution, puis on va être en mode 100% présentation. Les objectifs de la formation, évidemment, on veut poursuivre avec vous la formation à l'industrie à l'égard des modes collaboratifs à la SQI. On veut échanger avec vous autres, alors profitez-en, que ce soit pendant la période de questions, pendant la pause café, après, plus tard. Vous allez avoir des adresses pour poser des questions et on va tâcher d'y répondre dès que possible. Favoriser l'attractivité, évidemment, parce qu'on s'en va. C'est vraiment en cours. Présentement, on a 2 contrats en mode CCP. Il y en a en RPI qui s'en viennent. Il y en a d'autres en CCP qui s'en viennent. Puis, enfin, souligner l'importance de la RPI. Depuis qu'on s'est vu, ceux qui étaient présents, en mai 24, on a publié une brochure RPI avec une foire aux questions qui était quand même complète. Il y avait déjà une brochure en mode CCP qui était existante. Depuis, on a publié 2 avis d'intérêt en mode RPI. On a signé 2 contrats en mode CCP qui s'est fait avec l'ancien contrat conception-construction classique qu'on avait, mais qu'on a adapté pour le contexte. Puis, on a 2 nouveaux gabarits de contrats RPI et cette fois-ci conception-construction collaboratif qui sont en cours de validation. On a hâte de terminer la validation le plus rapidement possible. Fait qu'on considère que c'est important de rester en contact avec vous autres. Ça faisait quand même longtemps qu'on était venu vous voir. Alors, on est vraiment content de l'événement aujourd'hui. Quelques éléments de contexte tels que prévu. Premièrement, souligner une volonté gouvernementale, je dirais, très forte de recherche d'efficience dans le processus de gestion de projet, programme, portefeuille, on pourrait se le dire, puis de productivité dans le secteur de la construction. Je vous nomme une initiative qui est quand même très porteuse. Je pourrais en nommer d'autres, mais j'en souligne une. La stratégie québécoise en infrastructure publique, que vous devez assurément connaître, que notre ministre, M. Julien, a publié, avec le fameux 25 % plus vite et 15 % moins cher. Il y a 17 mesures. On ne passera pas à travers les 17. Juste souligner rapidement, il y a la préfabrication. Je rouvre une parenthèse. Recours accru à la préfabrication. La SQI a publié un avis d'intérêt qui va être ouverte jusqu'au 1er mai pour connaître un peu mieux l'offre de préfabrication au Québec, mais aussi au Canada. On a publié sur SEAO et sur Merx. Alors, n'hésitez pas à la regarder et à y répondre. On a besoin de mieux comprendre comment se cartographie l'offre de préfabrication au Québec. Évidemment, on veut continuer de favoriser les pratiques BIM et les bonifier. Puis, la mesure 7, on veut favoriser les modes de réalisation collaboratifs. Ça fait bien. Autre élément de contexte, une volonté gouvernementale, encore une fois, pour favoriser les modes collaboratifs. Vous avez tous entendu parler du projet de loi 62, qui se lit très petit à mon écran, mais loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition. Je passe le reste.
Si on lit un extrait de la loi, pour l'application de la présente loi, une approche collaborative peut notamment comprendre la tenue d'ateliers bilatéraux, une mise en commun des ressources et des informations, on va en parler, liées au projet d'infrastructure, ainsi qu'un partage consensuel des risques, c'est les mots qu'ils ont utilisés, et selon le cas, des économies générées ou des gains réalisés et des pertes subies pendant la durée du contrat. Ça, c'est enchâssé dans la loi, dans la LCOP. Alors, nécessairement, ça donne plus de flexibilité par rapport à ce qu'on faisait avant, qui demandait quand même beaucoup de dérogations auprès du secrétariat du Conseil du Trésor. Des éléments de contexte plus général. Le premier, croissance des investissements en infrastructures publiques. Si on recule de 6-7 ans, le PQI était à peu près à 100 milliards sur 10 ans. Si on regarde les investissements d'Hydro-Québec, là, je n'ai pas de chiffres exacts, mais pour avoir parlé à peut-être quelques collègues, puis il y en a sûrement ici présents, mais je pense que c'est de l'ordre de peut-être 30-40 milliards, grosso modo. Vous le savez, on est rendu à un PQI de 164 milliards et Hydro-Québec a un plan 2035 que vous savez quand même bien élevé, bien riche. Fait qu'on peut se dire qu'en l'espace de 6-7 ans, on a plus que doublé la planification des investissements. À ça s'ajoute, pour nommer quelques enjeux, la rareté de main-d'œuvre, je dirais la stabilité des chaînes d'approvisionnement qui ont été éprouvées un peu dans les dernières années, puis une croissance des coûts de projet qui peut-être est au-delà de l'inflation. Puis il y a la notion du juste prix aussi qui est apparue dans l'appareil public, puis ça, c'est pas rien. La notion du juste prix, pour ma part, le souvenir que j'en ai, la première fois que j'en ai entendu parler officiellement, on en a parlé beaucoup avec le secrétariat du Conseil du Trésor, mais la première fois, je n'ai entendu parler, puis officiellement, et j'étais très heureux, c'était à une journée, les affaires sur les contrats publics. Mme Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, était venue faire une allocution là-dessus et dire que bien que la notion du plus bas soumissionnaire conforme demeurait, on allait se permettre de se donner plus de flexibilité et se permettre d'aller vers une notion de juste prix. Tous ces éléments de contexte-là militent pour qu'on maximise, évidemment, tous ces défis-là militent pour qu'on maximise l'intelligence collective, qu'on se donne la possibilité de faire de la réalisation à valeur cible. Puis évidemment, on vous parle aujourd'hui de mode de réalisation collaboratif. C'est des nouveaux outils. C'est des nouveaux processus, etc. Mais au lieu de ces nouveaux outils-là, ces nouveaux processus-là, c'est d'abord et avant tout un changement de culture pour tout le monde. Fait que c'est bon, c'est changement de culture pour les professionnels, pour les entrepreneurs généraux, pour les entrepreneurs spécialisés, mais pour les ministères et organismes, nous incluant, nous autres aussi, la SQ. Donc, pourquoi un mode collaboratif? Vous avez reconnu à ma gauche, à votre droite, la fameuse courbe de McLemy, on la connaît tous, là, cette fameuse courbe qui, si on prend la courbe en 1, on a un maximum d'influence en début de projet. Et évidemment, plus tard dans le projet, plus on fait des changements, plus il coûte cher, ce qui milite pour devancer les efforts en amont. Les modes collaboratifs permettent, et je me permets de le lire, mais de démarrer plus tôt la participation active des parties prenantes clés pour mobiliser l'intelligence collective et faire une évaluation du projet à 360 degrés. On le regarde dans tous les angles, on se comprend. Ce qui permet de traiter des enjeux, traiter beaucoup mieux des enjeux éventuels, puis de saisir des opportunités à un moment où le coût des changements est moindre. Je reviens sur la préfabrication. C'est sûr que les modes collaboratifs vont favoriser l'essor de la préfabrication. Malgré tout, on va essayer d'arriver avec des approches peut-être un peu innovantes pour la favoriser dans les modes traditionnels aussi. Les modes collaboratifs, c'est aussi la mise en place d'outils, de pratiques, de processus qui soutiennent le travail d'équipe efficient. Ils visent à fluidifier le partage des informations, à assurer une perception d'équité entre les parties prenantes qui peuvent se concentrer sur la création de valeur et non se concentrer à essayer de défendre leurs intérêts personnels. Finalement, on arrive avec une stratégie gagnant-gagnant qui est bon pour tout le monde et qui nous permet d'aller plus loin vers un même but. La valeur ajoutée des modes collaboratifs, vous le comprenez bien, là, mais une collaboration démarrée plus tôt dans le projet avec les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs, une meilleure compréhension de la vision, des besoins, des enjeux,
une gestion optimisée des risques. On peut s'en parler et on peut optimiser les solutions qu'on amène et tâcher de les réduire. Une agilité, une flexibilité augmentée qu'on n'a pas autant dans les modes CC classiques et qu'on n'a pas évidemment dans les modes conception, soumission, construction. Un cadre beaucoup plus transparent et neutre. Ça donne une solution immobilière bonifiée et, on le pense, une attractivité accrue. Dans un contexte de recherche d'efficience, ça devient un peu plus dur, voire très dur, de justifier l'utilisation d'un mode CC classique. Tout ça étant, l'importance de la collaboration, on le comprend bien, mais c'est important d'être capable de l'évaluer et de le mesurer. Les développements qu'on a faits à ce niveau-là, on l'a fait en collaboration avec l'Observatoire québécois de recherche sur la collaboration, le SGUQAM, dirigé par la professeure Caroline Coulombe, et que Guy, ici présent, Guy Paquin, est actuellement un inspirant ambassadeur. On le voit passer sur LinkedIn, entre autres. C'est super important d'être capable d'évaluer cette collaboration-là et de la mesurer. On évalue les compétences collaboratives lors de la sélection. On mesure la collaboration dès l'AP2 en CCP, par exemple, durant les ateliers collaboratifs, durant l'exécution du contrat. En fait, ça donne des indicateurs. Puis ces indicateurs-là, on s'en sert dans une gouvernance collaborative pour les suivre puis ajuster le tir. On le vit là, présentement dans les 2 contrats CCP qui roulent. Là, on vit cette gouvernance collaborative-là et c'est très utile. Même que pour aller plus loin et être cohérent nous autres mêmes, à la SQI, on développe avec l'Observatoire de recherche une formation interne sur les compétences et les stratégies collaboratives qu'on va adresser aux équipes de projet. On est en train de la finaliser. On est en train de faire un 2e pilote de cette formation-là. Alors, ça viendra un peu plus tard. Fait que la collaboration, au bout de ligne, c'est pas un conte pour enfants, c'est pas une légende, puis c'est pas quelque chose qu'on gère à l'instinct seulement. C'est vraiment une série de compétences structurées et structurantes dont les bénéfices se maximisent par son apprentissage et son développement et sa mise en pratique. Et dans ce sens-là, je ne saurais trop vous recommander l'embauche d'un coach collaboratif. Puis je ne veux pas nécessairement prêcher pour ça, mais pour nous autres, ça fait nécessairement une différence. Tout le processus de facilitation qu'on a mis en place, là, c'est toutes des choses qui sont payantes. Pour terminer sur les éléments de contexte, vous le savez, là, le répertoire des modes qu'on utilise à la SQI, on ne les a pas tous nommés, mais on passe des modes traditionnels aux modes alternatifs classiques, là, les fameux CC, CCF, etc. Puis on en a fait des bonifications en mode CCP et RPI. Puis évidemment, plus on va à la droite du spectre, plus on a de la collaboration. Mais tous ces éléments-là de collaboration qu'on a, éventuellement, il y a du potentiel de développement où est-ce qu'on pourrait optimiser l'entreprise générale, par exemple, puis accroître le potentiel de collaboration. Pour vous donner quelques exemples, au cours du mois de février et mars, j'ai eu la chance d'échanger avec des gens de Construction Défense Canada sur un panel. Puis ils nous expliquaient qu'en 2006, ils ont commencé à utiliser le mode Modified Design Build, qu'ils appelaient, qui est une forme quelconque là, de CC progressif, dès 2006. Puis en 2018, ils ont commencé à utiliser la RPI. Puis il y avait une belle courbe là, qui montrait depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant, 2025, que les modes traditionnels, l'utilisation avait baissé, puis les modes collaboratifs, l'utilisation avait augmenté. Nous autres, on en est plus à la SQI dans nos débuts, puis je dirais dans la juridiction québécoise, on en est plus à nos débuts, mais je peux vous assurer qu'il y a un fort intérêt pour ces modes-là. Bon, on rentre dans le vif du sujet. La réalisation de projets intégrés. L'industrie, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, on a en fait, présentement, on a un avis d'appel d'intérêt en RPI pour la réfection de l'enveloppe du Palais de justice de Québec qui est en cours. En fait, on l'a fait en quelques parties, puis il y en a une partie qui est prolongée. On vous invite à la regarder, à y répondre. Puis éventuellement, suivant cet appel d'intérêt-là, on va se diriger vers un appel d'offres, soit de qualification ou de proposition, probablement de qualification très prochainement. Aussi, pour développer la RPI, la SQI, on a fait nos devoirs.
On est 3 à présenter sur scène aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'il y a eu une contribution de nombreuses équipes de la SQI. Ça a été un travail très transversal. Puis je les remercie d'ailleurs au passage. On a aussi consulté Infrastructure Ontario, Infrastructure BC, l'Association canadienne de la construction, évidemment pour leur CCDC 30. On a consulté des experts en RPI qui sont en cours d'exécution de projets ailleurs au Canada. On a consulté le contrat Hanson & Bridget, le contrat de l'Institut américain d'architecture. J'en oublie-tu? C'est assez, de toute façon. Puis, on a été accompagné par des experts du milieu académique, puis, les collègues du MTMD, si vous me le permettez. On s'est parlé. On échange entre nous autres pour voir comment ils abordent les choses. Alors, on essaie de faire nos devoirs mur à mur. Bon, les principales caractéristiques d'un mode réalisation de projet intégré, c'est une approche contractuelle, relationnelle et non transactionnelle. On est tous ensemble dans un seul contrat. On met l'accent sur des objectifs partagés. On recherche une communication ouverte puis une gestion conjointe pleinement intégrée des risques par les signataires du contrat. Quand on parle de partage de risques et de bénéfices, il y a une rémunération à l'équipe RPI qui est liée à la réussite collective du projet. La SQI s'engage à payer l'ensemble des coûts remboursables jusqu'à la clôture du projet. En contrepartie, évidemment, les signataires mettent à risque 100% de leur profit. Puis, en cas de dépassement du coût cible, l'enveloppe de profit est affectée, mais une fois que l'enveloppe de profit est épuisée, si d'autres déboursés sont nécessaires, c'est la SQI qui en assume les surcoûts. C'est comme ça qu'on a choisi de faire l'approche. Puis dans le cas où des économies sont dégagées par l'effort collectif et la bonne synergie de l'équipe RPI, tout le monde intégré, les économies seront partagées, réparties. Évidemment, cette approche-là demande une mise en œuvre d'une approche à livre ouvert. Chaque partie doit partager de façon transparente toute l'information, notamment les informations de nature financière. C'est aussi une culture sans blâme, avec responsabilité assez limitée. Philosophie gagnant-gagnant qui est au cœur de l'environnement collaboratif, de travail collaboratif. Puis cette philosophie-là, pour bien s'implanter, bien s'imprégner et donner les résultats, ça nécessite une perception d'égalité, de respect mutuel de toutes les parties prenantes aux signataires du contrat, comme préalable à la confiance mutuelle, puis de la communication ouverte. Et à cela, on ajoute une gouvernance collaborative pour assurer une prise de décision consensuelle. Enfin, la réalisation à valeur cible, s'il y a un coût cible qui est déterminé par l'équipe RPI pendant la phase de validation, puis à partir du coût de projet déterminé par la SQI, établi par la SQI. Essentiellement, le cheminement du projet, vous voyez peut-être ici une grande barre verticale. Il y a l'avant, puis il y a l'après. Cette barre verticale-là, c'est la validation, c'est l'acceptation ou non, le oui-non, le go-no-go, le fameux go-no-go du rapport de validation. Tout ce qui se fait en avant, c'est la prévalidation et la validation. On apprend ensemble, premièrement, on chemine vers une première vague de sélection des signataires. On fait la prévalidation nous permet de définir un peu mieux le projet, les caractéristiques du projet, les contraintes du projet, les exigences. Puis, à noter qu'on fait une signature de contrat dès la fin de la première phase de sélection des proposants. Puis, on a un seul contrat. Fait qu'il y a des approches où est-ce qu'il y a deux contrats. Là, il y a un contrat qui roule pendant la phase validation, puis après ça, on signe un autre contrat. Là, est-ce qu'on a choisi de faire ça simple? On signe un premier contrat et on s'engage, on s'engage tout le long, mais on s'engage plus particulièrement sur des paramètres de projet à partir de le volet go, no go. Oui, non, pardon. Pendant la validation, après avoir établi la certitude, l'équipe va s'engager dans la réalisation à valeur cible, puis elle couvre les phases de conception et d'approvisionnement et celles de construction qui se font plus ou moins en parallèle. Là, ici, on les voit en série, mais ils se font plus ou moins en parallèle. Puis ce découpage-là permet une plus grande latitude à l'équipe pour s'organiser de façon efficiente.
Vous allez peut-être rechercher les autorisations, la directive actuelle, la directive des projets d'infrastructure. On l'a sciemment enlevé. On l'avait mis au départ, mais comme les fameux DO et DA, mais comme cette directive-là est révisée, sera, j'ose croire, adoptée sous peu et mise en vigueur très, très prochainement, bien, on va avoir un parcours un peu différent. Alors, on pourra vous revenir là-dessus. La gouvernance et prise de décision. Bien, vous voyez un peu la structure de l'équipe. Il y a des équipes de mise en œuvre de projets qui sont plus au niveau opérationnel. Il y a une équipe de gestion de projet et il y a une équipe dirigeante très essentielle. Les EMOP, comme on les appelle, ils peuvent être partagés par thématique. Une thématique sur les assurances, sur l'approvisionnement, sur la mise en service, la performance énergétique, l'aménagement intérieur, bref, tout ce qu'on a besoin de couvrir. L'EGP, elle s'assure d'impliquer les parties prenantes sur toutes les parties du projet, de gérer les coûts de conception et de construction, évidemment, gérer les risques et les mesures d'atténuation, les suivre, effectuer l'intégration des nouveaux signataires quand il y a lieu, mesurer les indicateurs de performance et de collaboration, puis ajuster aux besoins. Puis finalement, l'équipe dirigeante sert à s'assurer de la cohérence avec les objectifs du projet et la vision qui a été établie, puis de procéder à des ajustements si requis. L'équipe dirigeante est un facteur clé du succès de la réalisation de projets intégrés. Puis toute cette gouvernance-là au complet amène une prise de décision consensuelle, permet la résolution des enjeux avant qu'ils ne virent en différends. Fait qu'évidemment, tout le monde est appelé à se parler puis à régler les enjeux. Évidemment, la réalisation d'un projet, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des up and down, mais on est tous ensemble là-dedans pour maximiser les bénéfices du projet. Mais en cas d'impasse, si jamais ce mécanisme-là ne permet pas de suivre, on pourrait se permettre de générer un comité ad hoc qui pourrait être formé, avoir recours à un expert qui pourrait être consulté. Toutes ces modalités-là seront précisées dans les contrats des éventuels appels d'offres que nous ferons. Quand on arrive à la prévalidation, je l'ai parlé brièvement tout à l'heure, mais on a consulté plusieurs contrats, puis entre autres, on a consulté d'autres juridictions, d'autres organismes publics provinciaux qui ont tous fait leur propre contrat. Fait que dans ce sens-là, on a décidé, tous des contrats RPI, là, c'est pourquoi on a décidé, nous autres, de s'arrimer, de s'inspirer du CCDC 30. Alors, on a travaillé très fort avec ça, mais on a décidé quand même de le mettre à la couleur de notre juridiction québécoise. Mais on a choisi ce contrat-là comme référence de base parce qu'il est quand même bien connu du marché, puis on a bonifié dans le temps. Par la suite, je vais passer la parole à ma collègue Émilie qui va nous parler du processus de sélection. Donc, au niveau du processus de sélection, j'y vais ici, parfait, pour changer. Donc, je reprends le schéma qu'on a vu dans une diapositive précédente. Donc, ce schéma de l'entente multipartite qui est dans le contrat RPI entre les signataires. Donc, dans la sélection, ça va être un processus en différentes vagues. La première vague est vraiment celle du centre où ce qu'on voit avec la SQI. Donc, on va aller chercher les signataires, architectes, ingénieurs, entrepreneurs généraux qui constitueront, là, comme je le dis avec la société, le noyau de l'équipe RPI. Donc, c'est la première vague. Bien évidemment, c'est une énumération, mais n'est pas limitative à ces spécialités, à ces disciplines-là. Selon les spécificités d'un projet, pourrait être modulé et pourrait avoir des consultants ou entrepreneurs spécialisés qui viennent aussi se greffer là, dans cette première vague de sélection. La deuxième vague, je dis deuxième, mais en fait, c'est 3, 4, 5. Donc, c'est des vagues, plusieurs vagues successives pour aller chercher les autres signataires du contrat. Encore une fois, consultants spécialisés, entrepreneurs spécialisés, certains fournisseurs, pour qui l'on considère avoir une valeur ajoutée au projet qui est significative. Donc, c'est plusieurs vagues successives pour en venir à la sélection de ces autres signataires.
De manière plus linéaire, on l'a vu quand même aussi dans une autre diapositive sur l'ensemble d'un projet en RPI, mais ici pour le processus de sélection. Donc, on voit vraiment l'image de la sélection des premiers signataires. Donc, la première vague, architecte, ingénieur, entrepreneur général. Il y a la signature, donc, par la suite du contrat RPI, et c'est ces signataires-là qui débuteront la phase de validation. Tout au cours de cette phase de validation, c'est les vagues successives. Donc, au moment le plus approprié, on procède à la sélection donc, des autres signataires. Bien évidemment, c'est selon, au fur et à mesure, selon qu'on en ressent le besoin dans le projet. Le but étant de ne pas impliquer trop de manière hâtive ces signataires-là et que leur contribution, donc, ne soit pas à ce moment-là une valeur ajoutée au projet. Donc, c'est là, au fur et à mesure, durant la phase de validation, qui auront ces phases successives, ces vagues successives-là de sélection des autres signataires. C'est ensemble, donc, qui compléteront la phase de validation pour en arriver à notre fameux oui-non avec le rapport, donc tous les signataires du contrat. Ces processus-là de sélection, je ne vous ferai pas de surprise ce matin, donc seront tous par voie d'appel d'offres public. Donc, on parle de collaboration depuis ce matin dans le bon contexte que Dave a apporté. Bien évidemment, le processus de sélection va être axé entièrement là, sur le principe de la collaboration. Donc, c'est au cœur même déjà dans la sélection. On le voit, ces indicateurs-là seront tout au cours du projet, mais dès le processus de sélection. Donc, la collaboration tient une place essentielle là, dans l'évaluation et la sélection des signataires. Donc, dans ce schéma, on voit les différentes étapes. Bien évidemment, j'y reviens en détail un peu plus loin. Mais dès l'appel de qualification, donc, la collaboration sera évaluée. C'est un appel de qualification, évaluation de la qualité qui est quand même similaire à ce que l'on voit dans nos modes traditionnels. Par contre, au niveau des critères, il y aura toujours une teinte de collaboration. Donc, oui, on vient évaluer la capacité, la compétence des candidats à ce stade-ci, mais tout de même, l'approche collaborative est toujours un élément qu'on tiendra en considération dans cette capacité, dans cette expérience-là des candidats. Au terme de l'appel de qualification, 3 ou 4 candidats seront donc qualifiés et invités à l'étape suivante, qui est l'appel de proposition. Cet appel de proposition, donc là, la collaboration prend une toute autre place dans ce processus-là avec la tenue des ateliers de la collaboration. Donc, c'est vraiment le cœur de l'appel de proposition, ces ateliers-là. Et donc, nos indicateurs de collaboration, l'évaluation, les différents scénarios qui ont été développés par Mme Coulombe, comme on l'a mentionné, avec nos équipes, donc pourront être évalués dans le cadre de l'appel de proposition. Donc, les indicateurs de collaboration, ce référentiel-là de compétences de collaboration, des aptitudes, pourront donc être tout au long du processus de sélection au cœur de l'évaluation de la qualité. Les objectifs du processus, donc je vous nomme les deux principales. Donc, identifier les proposants pour former la meilleure équipe. Et ça, je vais y revenir quand même assez régulièrement là, pendant que je présente le processus. Mais c'est vraiment d'aller recruter, sélectionner les meilleurs joueurs qui vont être l'équipe RPI pour l'intérêt, donc pour la meilleure valeur ajoutée du projet. Également, le processus de sélection vise à obtenir des propositions financières sur la structure financière du projet en RPI. Au niveau des étapes de sélection, donc 3 étapes, là, les dernières sont vraiment ensemble, mais divisées en 2 pour le bien de la diapositive. Première étape, donc, est l'appel au marché. L'appel au marché, comme vous pouvez le constater, c'est une étape qui est facultative. Donc, la société, par moment, dans certains projets, veut tenir bon d'appeler le marché sur un projet spécifique. Donc, se fait par soit sondage, soit avis d'appel d'intérêt. Donc, au niveau du sondage, permet de recueillir l'opinion et les renseignements d'un marché visé pour un projet spécifique. Et l'appel d'intérêt, la nuance, c'est vraiment de permettre de solliciter l'intérêt des parties potentiellement intéressées à participer à un projet qui est en RPI.
Donc, au niveau de l'appel au marché, et Dave aussi l'a mentionné, donc déjà, la société a lancé dans le cadre de certains projets des appels au marché. Deuxième étape, toujours facultative, c'est l'appel de qualification. Donc, au terme de l'appel de qualification, on tente de vérifier la capacité, les compétences des candidats à réaliser le projet. Comme mentionné, c'est une évaluation de la qualité qui est tout de même similaire à ce que l'on connaît déjà. Au terme de ce processus, 3 ou 4 seront invités à participer à la prochaine étape. Je change de diapositive, puis je reviens par la suite à l'appel de proposition. Donc, appel de qualification facultative, on a l'habitude dans des processus à différentes étapes d'avoir un appel de qualification. Par contre, ici, il y a certains facteurs qui vont influencer si on tient réellement pour un projet l'appel de qualification ou on y va directement avec un appel de proposition. Ce qui va donc influencer la tenue d'un appel de qualification, tout d'abord, si la société, dans un projet spécifique, a procédé à un appel au marché et que la réponse fut très grande. Donc, on a un grand intérêt pour le projet réalisé selon un mode RPI qui a été confirmé. Donc, bien évidemment, on va tenir un appel de qualification. L'objectif, donc, de cet appel de qualification-là, vu le grand intérêt manifesté par le marché, c'est bien évidemment de limiter les efforts, autant des proposants, de toutes disciplines confondues, que de la société. Dans le cadre des appels de proposition, on va en parler, on fait les ateliers d'évaluation, mais c'est des ateliers d'évaluation de la collaboration qui se font inter-équipe. Donc, quand je parle de limiter les efforts, advenant le cas qu'il y ait 6 candidats, bien, c'est 6 candidats qui feront des ateliers de collaboration avec les 5 candidats de l'autre discipline, les 7 de l'autre. Donc, on comprend que l'effort est quand même multiplié avec le nombre de proposants qui participeront. Donc, c'est de limiter les efforts au point que si une entreprise n'a pas la capacité, les compétences à sa face même pour réaliser le projet ou n'a pas la capacité financière de réaliser le projet, bien évidemment, on ne demandera pas à ce que le haut dirigeant, tous les personnes clés se présentent et déploient de nombreux efforts pour ces ateliers de la collaboration. De là à limiter donc le nombre de candidats invités pour être en mesure que les efforts soient raisonnables dans notre processus de sélection. À l'inverse, si la société n'a pas procédé, donc il n'y a eu aucun appel au marché qui a été fait dans ce projet-là, donc on n'a aucun son de cloche, on a devant l'inconnu, donc on va aussi, dans ce cas-ci, aller avec un appel de qualification. Ce qui va permettre tout d'abord au marché de se préparer. Donc, on arrive avec un nouveau projet en mode RPI. Le marché ne l'a pas vu venir avec un appel, donc va pouvoir se préparer en lien avec ce projet-là. Aussi, assimiler le mode pendant l'étape de l'appel de qualification. Comme je dis, c'est un peu plus similaire, donc on pourra se préparer à la prochaine étape qui change dans le mode RPI. Et également, donc, sans appel au marché, on ne sait pas combien de candidats finalement vont répondre à l'appel de qualification. Donc, le premier objectif est également, peut être également nécessaire, donc, de limiter les efforts des candidats. Donc, voilà en ce qui a trait à caractère, si on veut, facultatif. Je reviens à ma diapositive précédente. Donc, prochaine étape, suivant l'appel de qualification, c'est l'appel de proposition. Donc, c'est dans cette étape-ci qu'on va procéder à l'évaluation des aptitudes collaboratives et qu'on va procéder donc à nos fameux ateliers de la collaboration. Au terme de cette étape, un seul proposant donc sera sélectionné sur la base de la qualité seulement. À noter également, donc, dans l'appel de proposition, il n'y a pas dépôt de proposition technique. Donc, c'est seulement une proposition financière sur certains aspects qui sera déposée, mais ça ne requiert pas dans cet appel de proposition le dépôt d'une proposition technique préliminaire ou non. C'est vraiment axé sur la collaboration et la proposition financière. Dans la tenue des ateliers de la collaboration et entrevues, donc de là la flèche, c'est vraiment dans la même étape. L'évaluation de la collaboration, donc on évalue la capacité du proposant à collaborer pour réaliser le projet.
C'est une évaluation de la collaboration avec divers scénarios. On va y revenir plus en détail dans les diapositives suivantes, mais c'est entre les équipes des différents proposants. Donc, c'est une évaluation de la collaboration dite inter-équipe. Donc, je l'ai quand même mentionné, mais il y aura les 3-4 proposants de chacune des disciplines qui seront donc groupés ensemble pour tenir ces ateliers-là, et l'évaluation se fera inter-équipe. Au niveau des scénarios de sélection maintenant, donc par discipline, comment allons-nous aller sélectionner donc, nos meilleurs joueurs de l'équipe RPI? Donc, différents scénarios ont été évalués, analysés, discutés également avec tous les intervenants dont Dave a fait mention. Donc, 3 scénarios au total qui ont été analysés, à savoir la sélection donc individuelle. Lorsqu'on parle de sélection individuelle, c'est qu'on procède à un appel d'offres public distinct pour une discipline de manière individuelle. Donc, par exemple, on va aller sélectionner les architectes individuellement, les ingénieurs de manière individuelle également, et de même pour l'entrepreneur général. Donc, c'est le processus individuel, donc vraiment par propre spécialité. Au niveau de la sélection hybride, donc par hybride, on vise soit certaines spécialités seront de manière individuelle, d'autres spécialités pourraient être jointes dans le même processus d'appel d'offres. Donc, on aurait un processus d'appel d'offres dit un peu plus multidisciplinaire. Je reprends mon exemple. Donc, l'architecte serait de manière individuelle, l'entrepreneur général individuel, mais pour les ingénieurs, on viendrait faire une équipe formée de toutes les disciplines ou spécialités, donc des ingénieurs. Donc, on aurait une équipe formée ingénieurs. Donc, de là, le terme sélection hybride. Sélection d'une équipe formée, je l'ai quand même un peu dit dans le mode hybride, mais c'est un processus d'appel d'offres donc qui joint diverses spécialités dans un même processus. Donc, l'équipe sur le marché se forme par elle-même et vient donc déposer sa candidature à titre d'équipe déjà formée. Pardon. Donc, tel qu'indiqué dans la brochure RPI, la société privilégie donc une sélection dite individuelle. Je reprends donc appel d'offres distinct par spécialité. Pour ce choix, donc, la société se justifie du fait que, on vise dans toutes les valeurs, dans toutes les caractéristiques du mode RPI, à avoir une stratégie qui permet l'ouverture des marchés, permet la pleine concurrence. Donc, cette ouverture-là est permise avec une sélection individuelle où ce que chaque entreprise peut déposer pour sa propre spécialité plutôt que de faire partie d'une équipe formée. Également, afin de chercher la meilleure équipe, de sélectionner la meilleure équipe du projet, de faire des processus d'appel d'offres distincts par spécialité, les critères de sélection sont adaptés entièrement à cette spécialité-là. Donc, dans une équipe formée, les critères sont un peu dilués par spécialité, alors qu'ici, la qualité sera évaluée vraiment dans le cadre d'une spécialité précisément. Ce qui aura pour effet d'accroître la qualité, d'accroître la performance. Et au niveau donc de l'évaluation de la collaboration, donc cette sélection individuelle-là, malgré tout, vient faire une évaluation dite individuelle de la collaboration, de l'organisation aussi, mais ensuite, chaque processus pourra être joint dans l'évaluation inter-équipe. C'est une façon de faire, donc ce scénario qui est déjà utilisé ailleurs dans les organisations canadiennes et démontre là, présentement une belle réussite au niveau de cette sélection de cette manière-là. C'est une approche qui, bien évidemment, s'insère et respecte l'esprit du RPI. Dave l'a mentionné encore, c'est un changement de culture, il va de soi. Par contre, il ne faut pas le prendre de manière isolée, cette sélection individuelle, c'est vraiment dans tous les autres mécanismes de la RPI. Donc, cette sélection-là, c'est pour former la meilleure équipe, pour amener le mieux possible le projet
dans l'optimisation, dans l'efficacité, dans la collaboration. Donc, chaque partie, par la suite, devient signataire à part entière. Donc, chacun aura sa place dans la gouvernance, mais de sélectionner par spécialité, c'est vraiment d'adapter la sélection à la meilleure équipe. Donc, je le redis encore une fois, d'aller recruter, si on fait une analogie avec le sport, mais de recruter vraiment les meilleurs joueurs pour le projet. Tout ça dans le meilleur intérêt du projet, d'apporter la valeur la plus ajoutée dans le projet de manière optimale. Au niveau maintenant d'autres scénarios, mais plus en lien avec le séquençage, donc sélection en cascade et en simultané. Donc, au niveau de cette sélection, lorsqu'on parle en cascade, donc, c'est des processus d'appel d'offres, encore une fois, dits individuels, mais qui se font un à la suite de l'autre. Je reprends mon exemple. En cascade, donc la société lancerait son premier processus d'appel d'offres qui vise la spécialité architecture. Fait le processus complet d'évaluation, sélectionne donc la firme d'architecture. Cette firme-là devient donc un signataire du contrat RPI et c'est par la suite participe à titre de membre RPI à la sélection du prochain signataire. Donc, l'architecte serait inclus donc dans le processus de sélection de l'entrepreneur et ainsi de suite. Donc, l'entrepreneur et architecte, une fois sélectionnés, pourraient participer au processus de sélection des firmes d'ingénierie. Donc, c'est cet élément-là en cascade, donc dans les scénarios. Au niveau simultané, le mot le dit, donc c'est des processus, oui, encore une fois, individuels, mais qui sont lancés en même temps, en parallèle, en simultané. Il peut y avoir un petit décalage, mais somme toute, au même moment, on aurait le processus de sélection des architectes, de l'entrepreneur, de l'ingénieur. Ces deux scénarios-là sont envisagés par la société. Puis, dans un projet, ça va être modulé selon le projet, mais rien n'empêche qu'il pourrait y avoir certains processus de sélection donc, qui se font en cascade, d'autres en simultané. Donc, les deux scénarios sont envisagés présentement. Au niveau de la sélection en cascade, on considère que ça respecte le mode RPI, que les signataires, donc c'est dans l'esprit du mode RPI, de toutes les caractéristiques, que les signataires puissent participer au processus de sélection des autres signataires à mesure qu'ils s'ajoutent au contrat. C'est un recrutement aussi qui permet d'aller recruter, d'aller sélectionner les signataires au moment le plus approprié dans le projet. Encore une fois, au même titre que je le disais plus tôt, mais d'aller le chercher lorsque sa contribution est vraiment mise à profit pour le projet. Au niveau de la sélection en simultané, donc ça nous permet, ce scénario-là, d'entamer, si on veut, une phase de validation avec une équipe noyau, donc comme on mentionne, pleinement constituée. Donc avec les processus simultanés d'architectes, entrepreneurs, ingénieurs, c'est qu'ils arrivent tous au moment. Tout le monde entame au même moment, au jour 1, la phase de validation. Mais ça permet aussi une facilité dans notre fameuse évaluation inter-équipe, donc tous se regroupent au même moment. Dans les différentes étapes, processus d'évaluation donc de la qualité débute à l'appel de qualification. Encore une fois, je me répète, donc c'est assez similaire à ce qu'on connaît, un comité de sélection qui va évaluer la qualité sous la forme de critères. Bien évidemment, ces critères-là, cette grille d'évaluation sera tout détaillé dans les directives, donc lors du premier appel de qualification. Dans cette étape d'évaluation de la qualité, on vient évaluer la capacité, les compétences en matière de conception, de construction, de gestion de projet, d'assurance qualité. Donc, c'est ce qui est recherché. Encore une fois, il faut toujours garder en tête que ça sera teinté avec notre collaboration. À cette évaluation de la qualité aussi, l'expérience du personnel clé sera évaluée par le comité de sélection, de même que l'approche préconisée axée sur les objectifs du projet. Au niveau de l'évaluation de la collaboration, donc deuxième étape d'évaluation de la qualité, on vise à évaluer les compétences et la maturité collaborative des personnes clés des différentes disciplines.
On veut choisir les proposants les plus aptes à collaborer et également, au cours de cette étape, pouvoir communiquer notre stratégie de maximiser tous les bénéfices de la collaboration. C'est par la démonstration à travers des scénarios, des discussions, des interactions inter-équipes dans des mises en situation, donc on pourra évaluer cette capacité à collaborer et à identifier les solutions optimales dans l'intérêt du projet. C'est une évaluation de la collaboration que, oui, le comité de sélection va évaluer, mais bien évidemment, puisque c'est dans un domaine bien ciblé, la collaboration, ce comité de sélection sera appuyé par un comité d'experts en collaboration qui pourront venir les appuyer, comme je dis, les soutenir, mais également faire certaines recommandations au niveau des aptitudes collaboratives des proposants. C'est aussi dans ce comité expert, si on revient à nos scénarios en cascade, que des signataires déjà présents pourraient participer dans le comité expert aussi pour évaluer le processus d'évaluation de la collaboration des autres signataires. Donc, ils participeraient dans ce comité d'experts. C'est un processus d'évaluation en 3 niveaux. Donc, tant les personnes clés, les intervenants qui seront à l'atelier d'évaluation de la collaboration seront individuellement évalués. Également, l'organisation dans la façon d'amener la collaboration dans l'organisation sera évaluée, mais aussi donc l'inter-équipe, inter-organisation, donc toutes les interactions qui auront lieu dans ces ateliers-là seront également évaluées par le comité de sélection. Finalement, c'était un deuxième objectif dans ce processus de sélection que d'obtenir aussi, au stade de l'appel de proposition, une proposition financière. Donc, ça se résume, dans le cadre de projets en mode de RPI, à une proposition des coûts directs et frais généraux et d'administration, donc coûts directs du personnel clé, et des frais d'administration et généraux qui seront déposés. Donc, au niveau des directives à l'appel de proposition, un annexe des coûts remboursables sera fourni pour aider au dépôt de cette proposition des coûts directs et indirects. Également, donc, la proposition fera une présentation de la part de profit escomptée selon les objectifs et les exigences du projet. Au niveau du déroulement de chacune des étapes, donc pour l'appel de qualification, la publication sera faite via le système électronique d'appel d'offres. On procédera par la suite, suivant le délai de publication, à l'ouverture des candidatures, l'analyse de l'admissibilité-conformité comme dans tout processus de sélection. Il y aura une évaluation de la capacité financière qui sera faite à l'interne par la société, une fois, bien sûr, l'ouverture. Donc, ça ne sera pas déposé via le SEAO, certainement, mais la société demandera le dépôt aux candidats des états financiers audités ou en mission d'examen pour évaluation de la capacité financière. C'est ensuite que se tiendra l'évaluation de la qualité des candidatures, la tenue du comité de sélection, pour finalement clore cette étape d'appel de qualification par l'invitation officielle des candidats qualifiés à la prochaine étape d'appel de proposition. Cet appel de proposition dans le déroulement, donc encore une fois, la publication de l'appel de proposition sera faite via le système électronique d'appel d'offres. On procédera à l'ouverture des propositions, analyse de l'admissibilité de la conformité. Il y aura une mise à jour puisqu'il pourra s'être, bien évidemment, passé certains mois entre les deux processus. Donc, il y aura une mise à jour de l'évaluation de la capacité financière. Et ensuite, donc, notre étape d'évaluation de la collaboration inter-équipe de toutes les disciplines, l'évaluation de la qualité des candidatures et tenue du comité de sélection, les entrevues et ensuite, des ateliers d'échange sur le contrat entre les proposants sélectionnés pour finalement en arriver à notre signature du contrat. Dans les étapes, donc, au niveau de l'évaluation de la collaboration, l'entrevue, c'est les présences du haut dirigeant et de l'ensemble du personnel clé, comme je le dis, qui sera détaillé dans nos directives, qui devra obligatoirement participer à ces étapes-là. Donc, c'est le processus de la première vague. Maintenant, pour les autres signataires, donc nos fameuses vagues successives d'autres signataires du contrat. Donc,
La phase de validation aura débuté. Les membres déjà de l'équipe RPI, les signataires, auront identifié comme étant certaines entreprises, certaines entités à valeur ajoutée significative pour le projet, donc d'autres signataires potentiels. C'est à partir du moment où ils sont identifiés par l'équipe RPI qu'on va aller les sélectionner, encore une fois, par un processus d'appel d'offres public au moment approprié au cours du projet. C'est là que la participation, toutefois, de l'équipe RPI au processus de sélection dans le cadre des autres signataires, que ce soit dans la détermination, l'adaptation des critères de sélection, mais aussi la participation dans les évaluations de la collaboration. Une fois, je ne réexplique pas tout, donc bien évidemment, les autres signataires suivent un processus de sélection très, très, très similaire à la première vague. Donc, on va reprendre, ça va toujours être un processus axé sur la collaboration. Une fois sélectionnés ces autres signataires, la signature au contrat, donc il y a déjà eu une première signature, la signature au contrat sera confirmée donc par une annexe au contrat. Et à partir de ce moment, chacun des autres signataires auront une participation au sein de l'équipe avec leur participation donc à part entière, un droit de vote dans la gouvernance de l'équipe et du projet. Oh, et voilà, je cède la parole donc à ma collègue Myriam. Donc, une fois que les signataires de la première vague ont signé le contrat RPI, ils vont s'engager dans la phase de validation. Je ne vais pas vous faire un cours 101 des RPI, je vais juste repasser à travers peut-être ce qui est plus important pour ce qui est développé à la SQI. L'objectif de la phase de validation, c'est évidemment de s'engager conjointement à réaliser le projet pour un coût et un échéancier cible. La validation va servir de point de départ pour les phases subséquentes qui vont se faire avec une approche de réalisation à valeur cible. Donc, c'est à cette étape-là que... Vous m'entendez toujours quand je me déplace comme ça? Parfait. C'est à cette étape-là qu'est établie l'enveloppe de profit à partir des parts de profit escomptées dont Émilie a parlé tout à l'heure, qui font partie des propositions et du budget à respecter. Lorsque la validation est complétée, avec succès, les signataires ont droit à un versement de profit pour cette étape-là. D'ailleurs, les signataires pourraient aussi recevoir un versement anticipé de profit à d'autres jalons. Puis on va en parler tout à l'heure d'indicateurs de succès, mais si les indicateurs de performance du projet sont ouverts, il pourrait y avoir des versements anticipés de profit pour les signataires. Pour ça, l'équipe doit se munir de suivi rigoureux pour démontrer l'état de santé du projet. Et la SQI, selon les projets, selon les domaines de performance qui sont attendus, va fixer des domaines de performance. On est d'accord que selon le projet, si c'est une école qui doit être prête pour la rentrée ou si c'est un hôpital, ce ne sera pas les mêmes indicateurs de performance. Puis ça va être des choses qui vont être discutées pendant la validation avec les équipes. La phase de validation, ça fixe la portée du projet, mais évidemment, on ne contrôle pas tout dans un projet, donc il est possible qu'il y ait des événements qui puissent donner lieu à un ajustement du coût cible que ce sera fixé l'équipe pendant la phase de validation. Ces éléments-là, ils vont être identifiés par la SQI. Ces événements-là, pardon, ils vont être identifiés par la SQI dans le contrat. Mais évidemment, il va y avoir aussi une ouverture à des discussions pendant la validation. Comme la base de la RPI, c'est que l'équipe RPI partage les risques, les responsabilités. La SQI s'attend à ce que l'équipe mette mette en place tous les moyens à sa portée pour minimiser l'impact de ces événements-là. Mais si on anticipe un effet sur les profits qui sont à risque, la SQI viendra augmenter le coût cible. Donc, en résumé, l'équipe devra tout faire en son pouvoir pour gérer les événements qui peuvent donner droit à un ajustement du coût cible à l'intérieur du coût cible, parce que c'est notre objectif de réussir ensemble à maintenir ce coût-là. Mais si le coût cible est dépassé dans un contexte d'événements qui étaient inscrits au contrat, les profits ne seront pas touchés et la SQI viendra payer les coûts remboursables jusqu'à complétion du contrat.
Donc, pendant la validation, l'équipe va travailler à partir des requis des requis du projet, des exigences, pour livrer un rapport de validation. Le rapport de validation va comprendre tout un tas de choses. Ça va être indiqué dans les documents d'appel d'offres et dans le contrat, mais l'équipe devra notamment se doter d'un ensemble de règles de processus pour les équipes. Elle devra établir des conditions de satisfaction qui sont assorties d'indicateurs, on en a parlé tout à l'heure, de résultats attendus mesurables. Elle devra évaluer la faisabilité du projet. J'oublie la diapositive. Elle devra évaluer la faisabilité du projet, puis ça devra inclure une analyse de rentabilité à partir du programme de base. On s'attend aussi à ce que l'équipe mette en place une comptabilité de projet et des pratiques de travail à livre ouvert avec l'accompagnement d'un expert. Pour les autres phases du contrat, les signataires auront le soin, ensemble, d'affiner les processus de vérification par eux-mêmes. Ils pourront continuer à travailler avec l'expert de la SQI, mais l'équipe pourra aussi décider de faire affaire avec un autre expert. Concernant les assurances pour le projet, la SQI travaille actuellement à définir les options d'assurance qui sont les plus optimales pour les projets RPI. Ces options vont être discutées avec l'équipe RPI afin d'établir le meilleur choix. On veut prendre des assurances pour le projet. Ça pourrait être des assurances qui sont contrôlées par la SQI, mais ça pourrait aussi être des assurances qui sont contrôlées par un membre de l'équipe RPI. L'objectif, c'est de prendre, de respecter les exigences qu'on se donne, mais de prendre le meilleur choix le meilleur choix pour le projet. Donc, globalement, les assurances de tous les signataires sont couvertes par l'option qui va avoir été retenue, mais selon le contexte, certains membres pourraient devoir souscrire à des polices complémentaires. Je voulais quand même vous dire que les produits d'assurance vont être compris dans les coûts remboursables de l'équipe RPI et que pour les premiers projets, on est accompagné d'un courtier. Puis que, comme pour l'expert financier, l'équipe RPI pourra choisir de continuer à travailler avec ce courtier-là ou de retenir les services d'un courtier pour l'équipe. Donc, pour que la validation soit un succès, donc, pour que la phase de validation soit un succès, il faut mettre en place une culture de travail qui est axée sur la collaboration. Le succès de la culture collaborative, ça repose sur la mise en place de plusieurs éléments essentiels. Quand je m'éloigne comme ça, vous entendez toujours bien, hein? Oui, OK, ça marche. Donc, la présence d'un coach dédié à la collaboration, on en a parlé tout à l'heure. Le coach collaboratif, il est responsable d'assurer le respect et la mise en œuvre des principes de collaboration dans la réalisation du projet. Il va pouvoir rendre des services d'accompagnement, de formation, de déploiement et mise en œuvre des outils, des approches collaboratives. Ça peut être le lean, le pool planning, la réalisation à valeur cible. Il y a tout un tas d'outils dans sa boîte à outils. Oui, donc le succès, ça repose aussi sur un ensemble de pratiques intégrées, je viens d'en parler, qui sont donc de l'expertise du coach collaboratif. Évidemment, ça ne s'improvise pas, donc il va y avoir un plan d'intégration, un plan de validation qui vont être mis en place, puis ça repose, à notre avis, sur l'utilisation d'un espace formel de collaboration. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est la Big Room. La mise en place d'un espace de collaboration qu'on appelle le Big Room, pour nous, c'est important parce que ça favorise les approches collaboratives, puis ça crée un environnement qui est propice aux échanges, puis ça va nous aider à atteindre nos objectifs d'innovation, d'intégration. On parlait de la préfabrication tout à l'heure. Donc, on parle d'augmenter la créativité, d'augmenter l'agilité de l'équipe qui soit axée sur la résolution de problèmes. Donc, on veut créer une certaine vélocité dans l'équipe avec ça.
pour nous, l'espace de collaboration, c'est un espace physique qui est conçu pour accueillir l'ensemble de l'équipe. On pense que c'est plus performant si c'est 100% virtuel. Évidemment, les contextes de projet sont différents, donc il va y avoir quand même de la flexibilité pour pouvoir gérer la réalité des projets. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est important que le travail dans la Big Room soit super planifié. Puis pour ça, on pense que l'utiliser les services de facilitation, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps on va passer dans la Big Room. Ça va dépendre des projets, de leur taille, de la quantité de personnes sur les équipes. Mais pour se donner une idée, les projets sur lesquels on a été impliqués, les phases de validation, l'utilisation de Big Room, c'était 1 à 2 journées par semaine. La Big Room, c'est des rencontres en grands groupes. Pendant la phase de conception et d'approvisionnement, c'était un petit peu plus intense. Puis ensuite, pendant la phase de construction, encore plus intense pendant le démarrage de la phase de construction. Et puis ensuite, plus le projet avance, puis on a un petit peu moins d'intensité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on en a parlé après la validation. Une fois qu'on a eu l'approbation, une fois que toute l'équipe a dit oui, let's go, on s'embarque, on y va, on a fixé l'échéancier cible, on a fixé le coût cible, on a la portée du projet qu'on s'engage à livrer. Une fois qu'on a les autorisations d'aller de l'avant en tant qu'organisme public, on va s'engager dans la phase de conception, d'approvisionnement et de construction. Cette phase-là, elle repose sur la réalisation à valeur cible. Je ne vais pas vous faire un cours non plus de réalisation à valeur cible ce matin. Je voulais simplement vous dire que c'est une approche, puis c'est important pour nous, qui est centrée sur l'optimisation des ressources, puis la maximisation de la valeur livrée pour le projet. Là, je répète ce que j'ai déjà dit, mais parce que c'est important, ça s'appuie sur des objectifs, les conditions de satisfaction, le coût, les délais qui sont fixés lors de la validation. Ça favorise l'innovation et la collaboration grâce à un processus qui devient plus itératif que ce qu'on a l'habitude de faire entre le travail de conception puis le travail de l'estimation. L'utilisation du Big Room puis des outils qu'on va s'être mettre en place, les outils qu'on va s'être mis en place, qui ne sont pas forcément des outils technologiques. Ça va permettre un retour qui est quasi immédiat en continu entre l'estimation puis la conception. Ça s'appuie sur un découpage rigoureux de projets, de coûts en plus petites sections, plus faciles à gérer, qui vont être mis sur la responsabilité d'un IMOP. Puis pour que ça fonctionne bien, chaque IMOP va devoir avoir des cibles et mettre en place une reddition de compte pour le GP. Donc, on veut autonomiser les IMOP pour garder de l'agilité dans le travail des équipes. Puis bon, je fais un petit clin d'œil ici à la philosophie Lean. Je ne suis pas une experte Lean non plus, mais c'est important. Ça prône, on va s'instaurer dans un climat d'amélioration continue puis de réduction du gaspillage. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sera pas les meilleurs du monde la première fois, puis l'important, c'est que l'équipe puisse s'améliorer dans ses processus au fur et à mesure qu'elle avance dans le projet. Je suis toujours dans les temps, Geneviève. Donc, la structure de coût RPI, je change complètement de sujet. La structure de coût RPI, ça permet la convergence des intérêts individuels avec ceux du projet. Dave en a parlé tout à l'heure, c'est important. Les signataires sont payés mensuellement selon l'avancement réel pour les coûts directs et indirects qu'ils auront engagés dans le projet. Ça change quand même la donne par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Les coûts remboursables qui sont admissibles au remboursement mensuel, ils vont être détaillés dans une annexe au contrat. Cette annexe-là va être publiée au moment de l'appel de proposition, puis elle sera soumise aux commentaires des proposants. Pour les entreprises qui ne sont pas signataires du contrat, ça va être des consultants ou des entrepreneurs spécialisés ou des fournisseurs qui sont non donc signataires du contrat,
les paiements vont être effectués selon les modalités qui vont être inscrites dans leur contrat de sous-traitance qui va être intervenu entre un des signataires et le sous-traitant concerné. Donc, concernant les parts de profit des signataires, on en a parlé tout à l'heure. Les parts de profit escomptées par les signataires est incluse dans leur proposition, puis consignée au contrat. Ça va être sous forme de pourcentage. Puis l'enveloppe de profit en tant que telle, le montant de profit à risque pour chaque signataire, elle va être consignée, elle va être consolidée, je veux dire, à la fin du rapport de validation, puis annexée au contrat. Les économies qui vont être dégagées, qu'on espère tous, les économies qui seraient dégagées par l'effort collectif et la synergie de l'équipe RPI, elles vont être partagées entre la SQI et les autres signataires du contrat dans un ratio de 50-50. On est convaincu que cette structure-là, avec les coûts remboursables estimés, une réserve de risque et d'opportunité qui vient mitiger les incertitudes au moment où on signe le rapport de validation et l'enveloppe de profit à risque, ça permet vraiment d'aligner les intérêts de toutes les parties avec les intérêts du projet, puis de limiter ou d'avoir un meilleur partage de risques. À la clôture du projet, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se passer, comme les profits sont à risque. Soit tous les feux sont ouverts, on a super bien travaillé, on a bien fait notre travail d'estimation, on a créé une vélocité, on a été super bon. Dans ce cas-là, on va avoir remboursé l'ensemble des coûts réels, on va avoir généré des économies, puis ces économies-là vont venir augmenter les profits, c'est la section, je suis dans le dernier cadran, la clôture. Donc, le premier scénario, si les coûts réels sont inférieurs aux coûts cibles, il y a des économies qui sont générées. Vous savez tout compter, on fait plus de profit. Quand on est dans le scénario où on a dépassé le coût cible, on a consommé toute notre réserve de risques et d'opportunités, bien, dans ce cas-là, ça va venir diminuer les profits qui sont réellement réalisés, mais tous les coûts dépensés vont avoir été remboursés. Si vraiment ça ne se passe pas du tout bien dans le projet, une fois que l'enveloppe de profit est complètement consommée, la SQI vient payer l'ensemble des coûts admissibles jusqu'à complétion du projet. Donc, c'est vraiment la SQI qui va assumer le risque de dépassement à ce stade-là. Concernant les paiements, puis après on arrive à la période de questions, que vous êtes bons. La réception avec réserve. À la réception avec réserve, le paiement des correctifs va être réalisé à même les coûts des travaux, donc les coûts admissibles. Une fois que les correctifs vont avoir été réalisés, puis que la liste de réserve va être épuisée ou toute réglée, une portion des profits puis des économies réalisées pourront être payées à ce moment-là. Mais l'ensemble des paiements, des profits et des économies va être fait à la réception sans réserve. Il peut y avoir des versements anticipés, mais on fait les comptes à la réception sans réserve. Cette réception sans réserve-là, elle va intervenir dans la majorité des projets dans un délai minimal d'1 an pour prendre en compte une période de rodage. Puis après la RSR, on rentre dans une période de garantie légale standard. Je pense que j'ai tout dit à ce stade-ci. Donc, en terminant, je veux quand même rappeler ce qu'on s'est déjà dit pendant la présentation sur les conditions gagnantes. C'est sûr que c'est un changement de culture. C'est sûr aussi qu'on se lance dans cette aventure-là ensemble. Donc, on va apprendre ensemble, même si on a tous fait nos devoirs. Donc, les conditions gagnantes, c'est vraiment de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait une confiance puis un respect qui s'installe, avoir la communication ouverte au sein des équipes, puis avoir une communication ouverte, bien, ça prend des processus rigoureux pour que ça puisse fonctionner. S'assurer qu'on a une prise de décision conjointe, puis ça aussi, ça nécessite des processus rigoureux pour supporter
le travail, la définition préliminaire des objectifs. Notre objectif, c'est de travailler plus en amont des projets, donc c'est super important. De mettre les efforts accrus d'optimisation puis d'innovation en amont, là où le coût des changements sont les plus faibles. Et puis, pour ça, bien, on a une boîte à outils qui va permettre là, de maximiser les retombées. Finalement, vous trouvez tout ça dans la brochure qui est disponible sur le site de la SQI.